Bonjour, bienvenue sur Mediapart. En laissant sur son antenne des chroniqueurs comparer le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, à un singe ou un mâle dominant, ce sont des citations, la chaîne CNews de Vincent Bolloré a indigné une bonne partie du pays, en tout cas celle qui refuse la haine, le racisme, la négrophobie. Une plainte a été déposée, le parquet a ouvert une enquête. Mais cette affaire n'est qu'une énième alerte sur la dérive notamment raciste d'une chaîne de la TNT qui ne respecte ni les faits ni la vérité, qui ne maîtrise pas son antenne et le cahier des charges qu'elle s'est pourtant engagée à respecter. Nous l'affirmons aujourd'hui, c'est en tout cas la position de Mediapart, CNews qui occupe un canal de la TNT, un bien commun donc, doit être débranché, c'est possible, la loi le prévoit. Nous l'affirmons aussi, l'Arcom, l'ancien CSA censé réguler l'audiovisuel et qui n'a pas souhaité participer à cette émission parce qu'elle n'actionne pas tous les leviers que la loi lui donne, est défaillante, voire complice des agissements d'une chaîne qui empuante notre démocratie. Débrancher CNews, c'est à l'air libre, l'émission d'actualité de Mediapart. À l'air libre, l'émission de Mediapart est disponible sur notre chaîne YouTube, les différentes plateformes de podcast. Abonnez-vous à Mediapart si vous le pouvez. Abonnez-vous aussi aux médias indépendants, plus que jamais nécessaire. Il y a un an, on vous avait proposé déjà une émission sur CNews, preuve à l'appui à la suite de nombreuses enquêtes de Mediapart. Elle était centrée, cette émission, vous la voyez, vous pouvez la regarder à nouveau sur la façon dont la chaîne d'extrême droite du groupe Bolloré désinforme sciemment. Aujourd'hui, on fait cette émission pour dire que Mediapart est favorable au fait de débrancher CNews. Ce sera peut-être pas exactement, pas totalement, pas comme ça le point de vue de tous nos invités que je vais vous présenter dans un instant. C'est en tout cas le sens d'un parti pris de la présidente et directrice de la publication de Mediapart, Karine Fouteau, qui a publié ce jeudi un article en ce sens. Article, encore une fois, instruit par les très nombreuses enquêtes de Mediapart sur ce sujet ces dernières années. Voici le titre de ce parti pris, Débrancher CNews, lutter contre le racisme. Et Karine Fouteau écrit « Les pouvoirs publics doivent urgemment tirer les conséquences de la responsabilité de la chaîne de la TNT, propriété de Vincent Bolloré, dans la propagation de la négrophobie et de l'islamophobie en France. » L'Arcom peut et doit agir, dit-elle, en débranchant CNews, un des principaux vecteurs du racisme en France. Sa mission non seulement le lui permet, mais l'exige. Cette chaîne d'opinion distribuée par la TNT et à ce titre redevable à l'État des équipements publics mis à sa disposition ne produit pas de l'information, mais de la propagande. Sa raison d'être est de permettre aux idéologues d'extrême droite de conquérir le pouvoir en saluant les voix du reste de la droite, cela en étant diffusé aux frais du contribuable sur une fréquence publique accessible gratuitement et partout. À quelques mois de l'élection présidentielle, il est temps de mettre un terme à cette sinistre farce collective. Et elle termine ainsi, et c'est important, il ne s'agit pas d'interdire CNews, mais de supprimer son autorisation de diffusion sur la TNT pour non-respect de ses obligations. Rien n'empêchera en effet la chaîne phare des médias Bolloré de se faire distribuer par les box des différents opérateurs de téléphonie et fournisseurs d'accès à Internet, mais sans le soutien de l'État et incidemment de l'argent public, et en réduisant ainsi son pouvoir de nuisance antidémocratique. Pas de censure, donc Mediapart est pour la liberté d'expression telle qu'elle est garantie par les lois sur la presse, mais tout simplement le rappel de la loi sur l'audiovisuel et de son esprit. Voilà notre position, et pour en débattre, je vous présente nos invités. Younes Abzouz, salut. Salut. Journaliste spécialiste des sujets médias à Mediapart avec David Perrotin. Tu as publié ces dernières années de nombreuses enquêtes sur la chaîne d'infos du groupe Bolloré. Vous avez notamment recensé les 27 réprimandes depuis 2019 que l'autorité indépendante de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'Arcom, dont on va beaucoup parler dans cette émission, a infligé à CNews depuis 2019 sans que jamais la chaîne ne soit menacée de fermeture. On se rappelle que l'an dernier, C8, autre chaîne de Vincent Bolloré, a vu sa fréquence non renouvelée. Mais ce n'est pas le cas de CNews puisque sa fréquence a même été renouvelée pour une durée de 10 ans. Thibaut Brutin, bonjour. Bonjour. Directeur général de Reporters sans frontières, votre ONG, elle assure une veille constante des médias, notamment sur le respect du pluralisme à l'antenne, et vous êtes à l'origine de plusieurs saisines de l'Arcom concernant l'enquête de CNews. Vous avez aussi enquêté sur le temps de parole politique, sur le pluralisme à CNews, exigence sur la TNT qui n'est pas respectée par cette chaîne, ce que les enquêtes de Mediapart ont montré aussi. Nathalie Sonac, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris-Panthéon-Assas, autrice notamment de Le Nouveau Monde des médias en 2023. On le voit s'afficher, publié chez Odile Jacob. Et vous publiez, je crois, vers le 21 mai, c'est ça ? Le 21 mai, un autre livre. Le 21 ? Le 21. Le 21. Un autre livre qui s'appelle « Qui veut la peau de l'audiovisuel public » aux éditions de l'Observatoire, parce que
Évidemment, notre question du jour, elle va de pair avec l'offensive idéologique contre le service de l'audiovisuel, qui est par ailleurs aussi une des raisons d'être de CNews. Il est beaucoup question de l'audiovisuel public et de sa critique, alors que en ce moment, il y a une commission d'enquête, on en reparlera, de l'Assemblée nationale sur l'audiovisuel public qui s'est vraiment transformé en farce. Younes, on en parlera tout à l'heure. Vous avez été membre, c'est important à dire, du collège du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, qui est depuis devenu l'ARCOM, et vous étiez membre de ce collège de 2015 à 2021. Sophie Taillé-Polian, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée Génération du Val-de-Marne, membre du groupe écologiste. Vous faites très régulièrement des saisines auprès de l'ARCOM concernant des propos diffusés sur CNews. Vous participez aussi d'ailleurs à cette commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'audiovisuel public. Pardon ? Bien malgré moi. Bien malgré vous. En tout cas, vous posez des questions. Voilà, et c'était le cas hier. Voilà, commission d'enquête que le rapporteur Charles Aloncle a transformé en machine de guerre contre l'audiovisuel public. Daniel Obono, bonjour. Vous êtes député LFI de Paris. Vous dénoncez vous aussi la concentration des médias. Je crois que vous n'êtes pas dans la commission d'enquête ? Non. Voilà. C'est comme ça à l'Assemblée nationale, on n'est pas partout, on ne peut pas être partout. Personnellement, vous êtes très souvent évidemment la cible de CNews, comme d'autres élus de la France insoumise, particulièrement quand ils sont noirs et arabes. Et ça fait très très longtemps que ça dure. Donc on tenait à ce que vous soyez là sur ce plateau, où vous nous raconterez les difficultés que vous avez eues pour même faire passer des droits de réponse vous concernant sur CNews. Dominique Sopo, enfin bonjour, président de SOS Racisme, qui a après les propos sur CNews contre Bali Bagayoko, a publié une tribune signée par des personnalités syndicalistes, intellectuels, avocats, qui posent la question: jusqu'à quand CNews va-t-elle pouvoir insulter quotidiennement les Noirs, les immigrés, leurs enfants, les musulmans ou les Arabes, et vous demandez des sanctions dignes de ce nom. Peut-être une première question assez rapide pour toutes et tous. La loi de 1986 sur la liberté de communication prévoit la possibilité pour l'ARCOM de débrancher, le cas échéant, une chaîne qui ne respecte pas ses engagements, notamment sur le pluralisme, mais aussi sur la lutte contre les discriminations. On va aborder toutes ces questions plus longuement dans l'émission, mais peut-être réponse courte par oui, commençant par oui ou par non pour vous. Est-ce que pour vous, le moment est venu de débrancher cette chaîne ? Non, on n'y est pas encore, mais je pense qu'il faut, pendant que CNews augmente le volume, augmenter les sanctions. Sophie Taillé-Polian. Oui, et on aurait déjà dû le faire. En fait, on n'aurait jamais dû renouveler l'agrément. En 2025. Parce qu'on avait déjà été instruit par l'expérience des nombreux dérapages qui, à mon sens, non seulement étaient récurrents, mais étaient intentionnels. Daniel Obono. Oui, mais il faudrait aussi, pour aller au bout de la logique, poser le problème de l'ARCOM et poser le problème d'un système médiatique qui participe actuellement au processus de fascisation de notre pays, politiquement. Et c'est de ça dont, en fait, CNews et le nom, c'est la pointe émergée de cet autoritarisme dont le racisme est une arme favorite, notamment, et dont on voit les expressions quotidiennes sur CNews, mais malheureusement pas que sur CNews désormais. Ça déborde CNews, on aura l'espace d'en reparler, tu travailles souvent là-dessus, Younes, évidemment. Nathalie Sonac, ancienne membre du CSA. Ancienne membre du CSA, non, ne pas débrancher CNews. En revanche, pour une raison, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort, vous puissiez le dire comme disait Voltaire, mais en revanche, faire appliquer la loi, faire rentrer et proposer et obliger CNews à remplir sa convention et sanctionner plus fort ou plus haut, ou en tout cas sanctionner parce qu'ils sont en dehors des clous. Dominique Sopo. Oui, il faut débrancher CNews parce que, ça a été rappelé, CNews a un agrément qui lui permet d'avoir accès à la TNT. Il y a des obligations qui incombent à CNews et nous sommes sur une chaîne qui, quotidiennement, massivement, volontairement, transgresse les obligations qui sont les siennes. Il faut donc en tirer les conséquences. On sait bien que les sanctions en matière pécuniaire ne changent pas grand-chose à la dérive de cette chaîne et que dans la loi précisément sur la liberté d'information de 1986, il est prévu que les sanctions puissent aller jusqu'au retrait de l'agrément. Et comme il a été dit précédemment, je pense effectivement qu'il aurait déjà fallu ne pas renouveler l'agrément
on se serait épargné cette émission et on aurait pu parler d'autres choses sur les questions de racisme, parce que sur les questions de racisme, il n'y a pas que CNews, malheureusement, qui pose problème. Voilà, justement, on y vient. Vous me faites la transition, parce que si cette question est aujourd'hui si présente, c'est que le week-end dernier, enfin le précédent, sur l'antenne de CNews, Bali Bagayoko, nouveau maire de Saint-Denis, a été à 2 reprises comparé à un singe et un mâle dominant sur l'antenne, en référence à une science de la comportement des animaux par un psychiatre et par le polémiste Michel Onfray, qui, voilà, on va pas remettre les extraits, on l'a déjà mis dans 2 émissions précédentes, et il va y avoir d'autres exemples dans cette émission qui nous montrent vraiment l'avalanche de propos racistes sur CNews. Donc on va pas en rajouter, en étant conscient aussi que pour les personnes directement concernées, tout ça est assez violent et que ça joue sur leur santé mentale. Donc on va un peu se préserver de ça. Ces sorties ont été qualifiées d'ignobles par le ministre de l'Intérieur, alors même que le gouvernement n'avait pas réagi du tout au déferlement d'insultes racistes qu'il subissait pendant 15 jours auparavant. Et donc c'était voilà, c'est ça qui a vraiment fait en sorte que cette question se repose. Bali Bagayoko, d'ailleurs, il a annoncé une manifestation contre le racisme à Saint-Denis. Cette manifestation, elle a eu lieu ce week-end et elle a réuni des milliers de personnes, citoyens et représentants politiques des gauches, mais pas de membres du gouvernement. Et quelques jours avant, dans un long entretien donné à l'AFP, Bali Bagayoko avait estimé que l'ARCOM a failli. L'ARCOM, si elle fonctionnait correctement, aurait dû s'autosaisir, ce qui n'a pas été le cas. D'accord, ce qui n'a pas été le cas. Donc il y a une forme aussi de lâcheté sur ces sujets, qui en réalité, le racisme ne doit pas souffrir de lâcheté. Bali Bagayoko qui a appelé l'ARCOM et l'État à contraindre, voire donc suspendre CNews. L'ARCOM doit être beaucoup plus sévère. Est-ce que nous sommes obligés d'avoir une offre médiatique avec des chaînes racistes comme CNews et d'autres? Moi je dis que non. Donc les dispositions pour les contraindre, voire même réduire leur audience, voire même les suspendre, c'est parfaitement quelque chose qui est dans nos possibilités, y compris dans les possibilités de l'État en tant que tel. Voilà pour l'actualité la plus récente, mais elle s'inscrit évidemment dans une litanie d'incidents. Je l'ai dit à Mediapart, Younes, avec David Perrotin, vous avez recensé toutes les condamnations de CNews par l'ARCOM depuis 2019. Il y en a 27 à ce jour. Rappel à l'ordre, mise en garde, mise en demeure et même des amendes. Beaucoup portent précisément sur des propos qui incitent à la haine. La liste est longue. Éric Zemmour en 2020 sur les mineurs isolés. Qu'il faut que ces jeunes, comme le reste de l'immigration, ne viennent plus tous. Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer. Attendez, il ne faut même pas qu'ils viennent. Pour cette sortie, 200 000 € d'amende et 50 000 pour les propos de Vincent Roy en 2023. L'immigration tue. Mise en demeure cette fois après les propos en 2025 de Jordan Florentin, collaborateur du média d'extrême droite Frontières, au sujet de l'installation d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans un village. Vous dites que ce sont des individus. Quand je suis pas d'accord avec vous, je suis des individus. C'est là où vous vous trompez déjà de façon. C'est pas les individus. De façon terrible. Ce sont des masses. Ce sont des masses. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas forcément s'acclimater avec nos valeurs, nos mœurs et notre culture. En 2025, l'ancienne ministre Noëlle Lenoir sur les Algériens, haine sans phare, 25 000 € d'amende. Vous avez des millions d'Algériens qui présentent des risques majeurs, qui peuvent sortir un couteau dans le métro, dans une gare, dans la rue, n'importe où. En 2023, le point immigration et punaises de lit, c'est signé Pascal Praud, simple mise en garde de l'ARCOM. Il y a plus de punaises de lit aujourd'hui. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène que ceux qui sont sur le sol de France? 19 juillet 2020, CNews en direct devant le commissariat de Nantes guette la sortie d'un homme en garde à vue suite à l'incendie criminel de la cathédrale de Nantes. Et dans la rue, priorité un en homme direct passe. avec l'individu qui a été interpellé, qui est au micro de Marandel Pêche et de Charles Guyard pour CNews. Écoutez. Vous attendez votre avocat? Non, mais je pense, monsieur, je pense que peut-être c'est pas la bonne personne. Hein, peut-être que la personne qui sort du commissariat a pensé que... Voilà, le présentateur lui-même est consterné. Cet homme, c'était un passant noir. Tous les journalistes se sont rués sur lui, mais CNews était la seule chaîne en direct. Manquement à l'obligation d'honnêteté et d'indépendance de l'information, a jugé l'ARCOM. Amende d'1 €. Dominique Sopo, c'est le sens de la tribune que vous avez faite sur le racisme. Vous l'avez dit, la loi de 86, elle comprend des règles sur le respect de la dignité humaine et contre les discriminations. Quand on a préparé cette émission, vous avez dit c'est un système en fait. Bien sûr, nous sommes sur une chaîne qui n'est pas dans des dérapages, qui, quand on dit
ils ne maîtrisent pas leur antenne. Bah si, ils ont une très grande maîtrise de leur antenne, mais pas au sens où on l'entend dans la loi, parce que l'antenne, elle est maîtrisée pour en fait installer un retour de l'expression du racisme dans le débat public. C'est ça le but de cette chaîne. Et d'ailleurs, ce but de cette chaîne n'est même pas un but camouflé. Nous sommes sur une chaîne qui ouvertement a fait campagne pour M. Zemmour sur la présidentielle précédente, qui ouvertement fait campagne pour le Rassemblement national ou de façon plus générale l'extrême droite et incite la droite à, j'allais dire, basculer dans l'escarcelle de l'extrême droite. Bon, même s'il y en a, il ne faut pas beaucoup les pousser. Bon, donc on voit bien qu'en réalité, nous sommes sur une parfaite maîtrise de ce qui se passe sur cette chaîne. Vous savez, récemment, nous avons saisi l'Arcom sur l'émission 100% Frontières, en disant, mais en fait, il y a cette émission. C'est le média d'extrême droite Frontières qui fait une émission maintenant pour remplacer celle de Morandini, je crois. Exactement. Exactement. Enfin, à partir du moment où il y a une émission qui s'appelle 100% Frontières, avec les individus qui sont dans cette émission, on a dit à l'Arcom de faire particulièrement attention, puisqu'on sait très bien de toute façon, d'ailleurs, dès les premières éditions de cette émission, il y a eu évidemment des dérapages. Donc nous sommes sur un système, nous sommes sur quelque chose de volontaire, de réfléchi, et c'est en cela qu'on n'est pas sur des dérapages, on est sur une transgression volontaire de la convention d'agrément et de la loi. Daniel Obono, vous, dès 2020, je crois que c'était peut-être d'ailleurs avant le cas, je ne sais pas, puisque CNews, c'est la suite d'ITélé 2017, mais peut-être que voilà, vous étiez visible politiquement avant. En tout cas, dès 2020, Éric Zemmour vous attaque très violemment, juste après d'ailleurs que vous ayez été caricaturé de façon odieuse en esclave enchaîné par l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. Vous avez dû batailler après ces propos d'Éric Zemmour pendant de longs mois, y compris juridiquement, pour que CNews passe à l'antenne votre droit de réponse là-dessus. Et est-ce que, comme Dominique Sopo, vous dites ça fait système, donc stop? Oui, tout à fait. Dans mon cas, c'est une procédure donc lancée en 2020 qui n'est pas terminée puisqu'il y a un pourvoi en cassation. Donc 6 ans plus tard, on y est encore. Et il faut C'est vous prendre qui la vous mesure. pourvoyez ou c'est CNews qui se pourvoit? C'est CNews qui s'est pourvu et donc la procédure dure depuis 6 ans. Donc il faut se rendre compte de ce que ça signifie. Moi, j'en ai les moyens, je suis dans une position qui me permet de mener ces procédures, mais en fait, ce n'est absolument pas le cas de la grande majorité des personnes qui subissent quotidiennement des atteintes racistes d'une nature ou d'une autre, et puis des millions de personnes en fait qui subissent quotidiennement la violence des propos. Et c'est un traumatisme d'être confronté continuellement, parce qu'en fait, on ne peut pas s'empêcher où que l'on aille. Vous avez les chaînes d'infos en continu qui sont en arrière-fond, sonore, et donc ça veut dire qu'il y a des millions de personnes chaque jour, en fait, qui subissent cette violence raciste. Et oui, ça fait système parce que c'est un média qui a été repris par un milliardaire qui ne fait pas mystère de son orientation politique, qui a repris ce média pas pour faire de l'argent, parce que ce ne sont pas des modèles économiques qui rapportent en termes de profit économique, mais c'est pour influencer politiquement. Et donc là, on a effectivement une violation patente des règles de l'Arcom, non seulement, mais de la loi. Et je pense que ce qu'il faut pointer aussi, c'est le fait que dans notre pays, la question du racisme et des discriminations n'est pas prise au sérieux, y compris en matière de justice. La Commission nationale consultative des droits humains, dans son rapport annuel, encore cette année, a montré que c'est un des contentieux qui fait l'objet d'un nombre ridicule de poursuites et de condamnations. On a plus d'1 million de personnes qui chaque jour indiquent, qui chaque année indiquent être victimes d'une atteinte ou une autre à caractère raciste, et à peine quelques milliers, en vérité, de procédures et quelques dizaines ou centaines de condamnations. Et donc c'est ça aussi en fait qui fait que ce n'est pas quelque chose qui est pris au sérieux par la loi, parce que ça aurait aussi une valeur importante pour changer l'état d'esprit et faire rendre compte qu'on peut non seulement avoir des sanctions administratives, mais aussi des sanctions pénales. Et quand on dit le racisme n'est pas une opinion mais un délit, on le dit un peu facilement, parce qu'en vérité, ce n'est pas un délit qui est pris à la mesure du préjudice subi
plusieurs titres par des millions de gens. Et on voit bien d'ailleurs le temps de réaction très important qu'a mis le pouvoir pour réagir aux attaques clairement racistes depuis son élection de Bali Bakayoko, y compris repris par certains médias qui ne sont pas CNews. Sophie Talley-Polian, vous continuez d'alerter très régulièrement, y compris depuis la reconduction de la fréquence de CNews. Je crois que c'est 4 fois, vous avez déjà alerté au minimum 4 fois, même peut-être plus depuis 1 an. Oui, de toute manière... Est-ce qu'on pourrait alerter tous les jours ? En tout cas, l'ARCOM devrait regarder tous les jours, parce qu'en fait, c'est effectivement, comme cela a été dit, récurrent et intentionnel. Moi, j'ai pris acte, on avait fait une pétition, plus de 70 000 signataires, pour demander à ce que l'agrément ne soit pas renouvelé. Je reprécise, comme vous l'avez fait initialement, que ce n'est pas que je veux que CNews n'ait plus aucune capacité d'être diffusée, puisqu'il y a d'autres médias qui sont diffusés sur les réseaux sociaux, etc., et qu'il n'est pas du tout question d'interdire. Il est juste question de faire bénéficier d'un canal TNT des éditeurs qui respectent les obligations qui sont liées. Donc, depuis que cette décision a été prise par l'ARCOM, moi j'ai pris acte de ça, mais attention, il va falloir que cette fois-ci, ils respectent leur cahier des charges. Donc, effectivement, on veille au grain. Et il n'y a pas besoin d'attendre très longtemps. Et moi, ce qui m'interpelle et me choque profondément, j'ai reçu il y a 3 jours 2 réponses à mes saisines. De l'ARCOM. Pour des propos tenus le 8 août 2025, que vous avez d'ailleurs repassé, donc je ne les redis pas parce qu'effectivement c'est vraiment très désagréable à entendre, et le 28 août suivant, donc 20 jours après, une séquence de l'émission 100% politique, au cours de laquelle Rachel Kahn a déclaré « On veut une solution finale acceptable avec le palestinisme ». Donc c'était Noël Lenoir, l'autre, l'ancienne ministre. J'ai saisi l'ARCOM. Le 5 février, donc déjà il a fallu attendre entre août et février, le 5 février, les 2 cas ont été statués. Donc il y a 25 000 € d'amende dans les propos de Noël Lenoir. Ça coûte 25 000 € de dire que... Ouais, bref, ça coûte rien, c'est juste pas bien de dire, d'employer le terme solution finale, alors même que l'ARCOM a constaté que l'emploi de ce terme apparaît susceptible d'alimenter les tensions. En fait, le même jour, le collège de l'ARCOM statue sur ces 2 éléments, et puis ça s'arrête là. Alors que si le même jour, on statue sur des choses qui ont eu lieu à 3 semaines d'intervalle, que le collège a statué des dizaines de fois avant et va statuer sur des dizaines d'affaires pendantes, je veux dire, à un moment donné, il faut prendre la mesure des choses. Alors, l'ancienne membre du CSA qui est là, qui ne défend pas l'institution aujourd'hui, qui est une professeure spécialiste des médias, Nathalie Sonac, comment vous voyez cette conversation? Puisque après, on va parler justement des autres manquements au-delà de la haine et du racisme. Mais est-ce que, au vu de la loi, en l'état du droit, et la question de l'ARCOM a déjà été posée, on va continuer à la poser, mais vous qui connaissez bien la machine, justement, est-ce que le non-respect de la dignité humaine, les propos antiracistes dont nous parle Dominique Sopo, racistes, pardon, excusez-moi, les propos, oui, en effet, les propos racistes qui font système selon plusieurs de nos invités, et leur répétition, est-ce que pour vous, ça offre une base juridique suffisante pour éventuellement sanctionner plus ou suspendre une fréquence? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je m'assure évidemment et je vous rejoins sur le caractère inadmissible, pour rester courtoise, des propos qui sont que vous avez mentionnés, dont on ne va pas répéter pour pas faire de la publicité, mais en tout cas je suis comme vous, je les sanctionne. En revanche, il y a beaucoup de choses sur lesquelles ça me semble un peu plus difficile, en tout cas plus subtil pour y répondre. De dire je suis pour la liberté ou pour le pluralisme et finalement que CNews ne soit plus ne soit plus distribué sur le canal de la TNT, mais en revanche à l'extérieur, je trouve ça extrêmement grave. Ça voudrait dire qu'en fait, finalement, ce qui est vrai sur un canal ne l'est pas vrai sur l'autre. Je suis absolument... réserve du respect de la loi. Ça, non, justement, je pense que la grande difficulté à laquelle nous nous trouvons confrontés aujourd'hui, spécifiquement sur le cas de CNews, c'est un point, c'est justement le fait que sur les réseaux sociaux, on donne l'impression d'une zone de non-droit et toute la réglementation européenne, toute la réglementation aujourd'hui tente, et par exemple, juste la transposition d'une directive comme l'European Media Freedom Act, c'est l'idée d'insérer dans le droit européen, dans le droit national, le fait que ce qui se fasse en ligne ne puisse pas se faire sur un plateau de télévision, et réciproquement, ça ne va pas du tout me rassurer qu'on puisse tenir des propos racistes, antisémites sur les réseaux sociaux et pas sur la chaîne. C'est pas pour justifier ça veut dire que ça ne doit pas être sur la TNT, c'est ça qu'on dit. Je pense que ça doit être nulle part, parce que je reprends les propos de Mme Obono et que la différence entre l'ARCOM et justement la loi, il n'y en a pas. L'ARCOM
c'est quoi? C'est une institution qui a pour mission de faire respecter la liberté d'expression et d'opinion et de garantir cette liberté d'opinion et d'expression sur les réseaux, donc en l'occurrence sur le réseau de la TNT. Mais en gros, quand Sophie Taillé-Polian vous dit, après on fait tourner un peu la discussion et on avance, quand Sophie Taillé-Polian vous dit, voilà, le même jour j'ai 2 décisions qui sont sur des propos qui sont en fait racistes, dans un cas comme dans l'autre, et on voit bien que d'un côté une amende de 25 000 €, de l'autre côté rien. En fait, heureusement que finalement la liberté d'expression en France, soit de telle façon, c'est si sensible. Le job de l'Arcom, c'est que lorsque vous intervenez finalement avant, vous êtes dans la censure. Lorsque vous intervenez après, le mal a été fait. Donc il faut beaucoup plus. Et c'est une sanction juridique. Ça veut dire que ça prend du temps. Il faut instruire un dossier. Et puis ensuite, on ne coupe pas. Et j'espère que vous serez d'accord avec moi. On ne coupe pas un canal d'expression, de liberté d'expression comme ça au doigt mouillé. Donc, il y a une jurisprudence, il y a une règle, il y a une loi, et donc effectivement, il est certain qu'en tout cas, pour aller juste au bout et répondre à votre question, il est certain que la somme des sanctions aujourd'hui qui sont émises coûteront à un moment donné à la chaîne CNews, c'en est certain. Alors la question c'est est-ce que ça lui coûte assez cher? Et je vous ai vu réagir puisque vous, par rapport à ce que dit Nathalie Sonac, vous dites mais en fait le dossier est déjà constitué. Alors déjà je voudrais dire évidemment si je dis que je veux pas interdire à CNews, c'est pas de permettre des propos racistes sur d'autres canaux. Aucun propos raciste ou contrevenant à la loi ne doit être tenu. Je pense aussi. Bien évidemment, mais il y a aussi le respect du pluralisme. Il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas respectées à CNews et on y vient juste après. Et qui justifieront, sur le racisme, je reste au racisme. Justifieraient en plus le fait d'être sorti de la TNT. Mais je voulais bien préciser parce que visiblement on y vient. Daniel Obono et Thibault Brutin. Je voulais quand même rappeler parce que l'Arcom, oui, est un organe administratif. C'est pour ça que je voulais la discussion entre le parquet, le ministère de la Justice qui doit avoir des sanctions pénales et l'Arcom qui n'a que des sanctions financières, administratives. Mais effectivement, c'est bien de rappeler que l'Arcom est tenu de faire respecter la loi. Mais je vous rappelle que la loi y compris de 1880 sur la liberté de la presse, elle a eu des amendements au regard de la législation contre les discriminations. Ouais. Et donc, à quel moment l'Arcom fait respecter cette loi-là? À aucun moment. Vous êtes d'accord, Nathalie Sonac? Parce que, à ce titre-là, ne serait-ce qu'au titre de la loi, les propos qui sont tenus sont des propos d'incitation à la haine, qui sont des propos discriminants. Et à ce titre-là, l'Arcom est en totale violation de ses propres injonctions et de ce qu'elle devrait faire. Et donc la question, et c'est pour ça que je parlais du fait que la question de la législation contre le racisme n'est pas prise au sérieux dans ce pays. Moi, je pense que c'est un choix politique, parce que si c'était le cas, oui, la liberté d'expression est une liberté fondamentale et elle est encadrée par d'autres libertés fondamentales et le fait de ne pas être soumis à cette violence raciste constante et permanente. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors justement, est-ce que Thibault Brutin, vous parlez plutôt du pluralisme et on va y venir concernant l'Arcom, mais est-ce que justement, comme le dit Daniel Obono et Nathalie Sonac semble être d'accord sur le fait qu'il y a un trou dans la raquette, est-ce que vous dites que tout simplement l'Arcom est trop légère sur la question du racisme? Moi je pense qu'il faut se dire d'abord, moi j'étais affligé quand on a regardé le montage que vous avez montré. Moi, je me bats depuis 10 ans pour la liberté de la presse. C'est pas pour que des gens utilisent des antennes pour faire ça. La liberté de la presse, c'est pas le racisme débridé sur des antennes qui occupent une place centrale dans le débat public. Le racisme, c'est pas de l'information. Et relisez la convention de chaîne de CNews, vous y verrez que c'est principalement une chaîne d'information. Et que ce canal est octroyé au titre du domaine public. Il appartient à la communauté nationale. C'est ce qu'on dit aussi. Donc comment on en est arrivé là ? Et je pense que là, il y a quand même un moment fondamental. Alors, il y a une échéance politique en 2027, mais il y a un moment dans l'histoire de notre société et dans l'histoire des médias qu'il faut comprendre. Et moi, je pense qu'il est fondamental peut-être de requalifier ce qu'est CNews. Nous, on porte en ce moment la notion d'anti-média, parce que vous avez un média là qui fait tout le contraire de ce qui est attendu d'un média qui ferait œuvre d'information dans l'intérêt général. Anti-média, c'est un organe de propagande, ça veut dire. C'est-à-dire un média qui utilise les oripeaux du journalisme pour saper la concorde citoyenne, pour saper d'ailleurs aussi la crédibilité des autres journalistes. Et on parle du racisme en tant que, je dirais, concept et atteinte aux droits et à la dignité de millions de personnes. Mais pensons aussi aux individus qui sont ciblés chaque semaine à titre individuel par cette chaîne. Qu'ils soient d'ailleurs des élus, des responsables associatifs ou des journalistes. Mais on a documenté ça, c'est parfois 60 émissions sur une personne. Et ben, je peux vous promettre que vous voyez la différence quand vous rentrez dans un wagon de métro, ce qui m'est déjà arrivé, vous savez qui regarde CNews. Ouais, Younes, c'est assez intéressant parce que, en effet, la question des personnalités racisées sont souvent ciblées par CNews. C'est aussi le cas de gens racisés ou pas qui
en gros, sont jugés comme des adversaires politiques de CNews, enfin qui sont ciblés pour des décisions qu'ils ont prises, etc. Vous aviez fait une vidéo là-dessus avec David Perrotin. Ouais, c'est clair qu'il y a une méthode qu'on a documentée avec d'autres qui consiste sur CNews, en gros, à jeter en pâture les noms de toutes celles et ceux que CNews considère comme des gens qui veulent censurer les voix de droite. Avec intimidation, menace de mort derrière, c'est ça la conséquence. Et en fait, quand on observe un peu, par exemple, un présentateur comme Pascal Praud, il y a vraiment un mode opératoire qui, en gros, consiste à jeter à la vindicte des téléspectateurs de CNews des gens dont on va insister sur les noms. Et moi, par exemple, et en fait, c'est comme un peu, on jetterait un peu un chef de meute qui indiquerait une direction et les chiens ensuite qui aboieraient contre lui. Ça a des conséquences. On observe, par exemple, moi l'exemple que j'ai en tête, c'est celui du directeur de France 3 Val-de-Loire qui s'appelle Jean-Jacques Bazier, qui en 2021 avait refusé en gros, pour faire court, de diffuser un documentaire sur Jeanne d'Arc parce que ce documentaire correspondait pas du tout au canon habituel de ce qu'on peut s'attendre à voir diffusé sur une chaîne du service public. C'était un documentaire fait par Charlotte Dornelas, qui est chroniqueuse sur CNews. Exactement, c'était un documentaire prosélyte, mystico-religieux, enfin voilà. Et donc du coup, suite à ça, CNews s'en est ému et a répété, et Pascal Praud en premier, a répété à de très nombreuses reprises à l'antenne le nom de cet homme. Et la conséquence, c'est que quelques jours plus tard, et en à peine quelques semaines, Jean-Jacques Bazier il a reçu une cinquantaine de courriers à son adresse postale, de menaces de mort, d'insultes. Il a reçu aussi plusieurs appels téléphoniques sur son téléphone personnel, sur son répondeur des messages. Une personne a même été condamnée pour ça et il a été placé sous protection policière pendant 2 semaines. Donc ça a évidemment des conséquences très très concrètes. Juste, soyez rapide, Dominique Sopo, si vous voulez, parce que derrière, après, on va enchaîner justement sur toutes les questions, notamment de pluralisme, etc. Vous vouliez réagir et voilà, sur cette partie sur le racisme. La question du racisme. La liberté d'expression, c'est évidemment quelque chose de très important, mais la liberté d'expression, dans notre pays, il faut le rappeler, elle est encadrée. Par la loi sur la presse. En fait, on se pose souvent la question, mais alors pour les gens qui sont racistes, est-ce que vraiment c'est du racisme, c'est de la xénophobie, est-ce que ça ne fait pas partie du débat? Vous savez, imaginez quelqu'un qui vient dans une émission et qui commence à défendre la pédophilie. Je pense qu'il n'y aura aucun doute sur le fait que c'est très bien, qu'il y ait une limite à la liberté d'expression. Si on vient et qu'on commence à faire des menaces de mort contre une personne, tout le monde trouvera très très bien qu'il y ait des limites à la liberté d'expression. En fait, la liberté d'expression, elle est encadrée à partir du moment où on s'en prend à des individus ou à des groupes dont il a été rappelé que ces propos quotidiens ne sont pas des propos neutres. Parce que quand on est une personnalité publique, on reçoit des menaces, déjà, c'est pas agréable, ça peut même, être extrêmement déstabilisant. Évidemment, mais il y a Bono nous l'a dit. Exactement, il y a des millions de personnes qui, en fait, se font insulter et n'ont pas de moyens, en réalité, réellement, de se défendre, de se faire entendre, et ils subissent souvent, assez passivement, malheureusement, ces agressions, qui sont des agressions extrêmement graves pour elles, et aussi pour la question du lien social. Et je termine sur ça, c'est que la liberté d'information, elle est aussi conçue pour renforcer le lien social, pour renforcer la démocratie. Ça n'est pas ce que fait CNews. CNews est une chaîne de destruction de la démocratie, de destruction de la dignité des gens, et c'est aussi à cette aune-là qu'il faut regarder cette chaîne, parce que c'est assez évident que c'est son action, puisque, encore une fois, c'est quasiment quelque chose qui est ouvertement revendiqué. Vous vouliez dire un petit truc, mais vraiment très rapidement. Je vais insister sur le lien de causalité évident entre quand votre nom est balancé sur CNews et les campagnes de haine que vous prenez sur les réseaux sociaux. Vous en savez quelque chose parce qu'RSF a été ciblé. RSF a été ciblé. Moi j'ai été ciblé, RSF a été ciblé. Et ben vous le savez, vous n'avez même pas besoin de regarder CNews, vous regardez vos réseaux sociaux, vous dites mon nom a dû être prononcé sur CNews. Et c'est quelque chose qui est fondamental. Et quand il y a des condamnations pour menaces de mort de la part d'internautes, très souvent ils arguent, mais j'ai vu ça à la télé. Et en l'espèce, c'est quasiment tout le temps CNews. Est-ce que nous assistons à un travestissement? C'est souvent dans les cas de procès de cyberharcèlement. Moi, j'en suis suivi un récent, ils avaient vu sur CNews. C'est un travestissement du journalisme. Et en fait, on revient à ce que Balzac montrait très bien dans Les Illusions perdues, qui est cette espèce de capacité à déclencher une mécanique de haine, des campagnes de presse ad hominem qui sont très violentes. Et je pense que sur cela, nous avons obtenu une mise en demeure de la part de l'Arcom en mars dernier, mais c'est beaucoup trop faible. Je pense qu'on ne peut pas accepter que des médias deviennent des médias de la haine, ciblant des individus ou des communautés. Alors,
On a évoqué le racisme, mais dans les 27 condamnations de l'Arcom, il y a d'autres raisons que la haine, notamment le manquement à l'obligation d'honnêteté et de rigueur, alors parfois des publicités déguisées, ou un défaut de maîtrise de l'antenne. Par exemple, 2022, mise en demeure pour cette saillie complètement révisionniste d'Yvan Rioufol dans l'émission de Pascal Praud. Rappelez-vous quand même que quand le ghetto de Varsovie a été créé en 1940, c'était un lieu de un lieu de contaminés. C'était un lieu hygiéniste, c'était un lieu qui était fait pour préserver du typhus. Dans une émission religieuse en 2024 sur la très catholique télé Bolloré, on se rappelle de ses propos honteux sur l'avortement, je cite, première cause de mortalité dans le monde. À ce moment-là, 100 000 € d'amende. CNews, c'est aussi la chaîne du déni climatique et du déni du savoir scientifique. Ici, et Philippe Erlin, proche d'Éric Zemmour. Anthropique est un mensonge, une escroquerie. La chaîne où l'on qualifie tous les Palestiniens de, je cite, sauvages sanguinaires. Et la personne qui parle, Françoise Laborde, est une ancienne membre du CSA. Arrive le 7 octobre. Et qu'est-ce qu'ils découvrent avec horreur, tous ces génères naïfs occidentaux, que ces gens, ces opprimés, qui étaient des gens qu'il fallait absolument défendre, se révèlent être eux, les sauvages sanguinaires, les plus épouvantables qu'on puisse imaginer. La chaîne, tout simplement, où la vérité des faits n'a parfois plus aucune importance. Fake news à l'antenne en 2023 dans l'émission de Jean-Marc Morandini. Un collège a été obligé de céder aux pressions de parents musulmans pour mettre à la disposition des élèves des salles de prière à l'occasion d'un voyage scolaire de géologie organisé dans les Pyrénées. Morandini, donc condamné définitivement pour corruption de mineurs et harcèlement sexuel, qui a fini par quitter l'antenne. Il a été soutenu jusqu'au bout, il faut le signaler, par Vincent Bolloré. On a vu le racisme, on a vu ces cas-là, et il faut ajouter aussi le non-respect du pluralisme. Thibaut Brutin, le 26 novembre 2025, RSF a publié une étude affirmant que CNews ne respecte pas le pluralisme politique. CNews a contesté, crié à la désinformation de RSF. Plus surprenant, l'Arcom est venu immédiatement à sa rescousse, extrait d'une vidéo que vous avez faite, Younes et David. Reporters sans frontières a mené une enquête hors norme. Des centaines de milliers de bandeaux d'informations collectées, des heures d'antennes analysées sur toutes les chaînes françaises d'information en continu. Conclusion de RSF, seul CNews piétine de manière flagrante et répétée les règles du pluralisme. L'astuce est simple, la gauche est reléguée la nuit quand les audiences sont au plus bas, et les leaders de droite et d'extrême droite sont diffusés aux heures de grande écoute. Mais l'Arcom, le gendarme des médias, est immédiatement venu à la rescousse de CNews. Il n'y a pas de contournement de nos règles de pluralisme sur le mois de mars 2025, et s'il y en avait eu, on les aurait identifiées et on serait intervenu. Alors, pour en avoir le carnet de David et Younes, vous avez pris au mot l'Arcom, vous avez même calculé les temps de parole politique sur CNews pendant 3 mois, et vous avez conclu que contrairement à ce que dit CNews, contrairement à ce que dit l'Arcom, la gauche est bien sous-représentée, et que le RN effectue même 96% de son temps de parole en journée. Première de vos conclusions, CNews continue au nez et à la barbe de l'Arcom de faire ce qu'on appelle des tunnels nocturnes, où elle case les représentants de la gauche. Ce 30 novembre, avec un discours de 30 minutes sur la stratégie spatiale de LFI, diffusé à 6h30 du matin. Ou ce 7 décembre, avec la diffusion d'un meeting de Mélenchon pendant près d'1h30 à 5h30 du matin. C'est ce qu'on appelle des tunnels nocturnes. Sauf qu'en 2021, le CSA, devenu l'Arcom, a mis en demeure CNews et estimé que ces rattrapages nocturnes relevaient d'un contournement illicite de ces règles. Et pour cause, le temps de parole d'un parti ne peut pas être essentiellement diffusé la nuit, et le public doit être réellement destinataire des interventions politiques. Alors, deuxième conclusion de cette enquête, CNews modifie y compris l'heure de sa matinale du week-end. Elle ne commence qu'à 7h, contrairement au reste de la semaine, c'est à 6h. Et de 6h à 7h, horaire de très faible écoute, elle case des politiques de gauche. Et il se trouve que pour l'Arcom, la journée ne commence qu'à 6h. Donc en fait, c'est ça, Younes. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Voilà, donc ça c'est la deuxième astuce. Troisième conclusion, les invités de gauche sont perdus dans les journaux de la nuit, avec alors soit des entretiens déjà passés, des extraits de conférences de presse, d'ailleurs souvent totalement décontextualisés, regardez la vidéo, c'est assez fou, et multidiffusés à des heures où globalement tout le monde dort. Par exemple, le 29 mars, avec une interview d'1 minute 20 de Manuel Bompard, qui passera à 10 reprises la même nuit. L'équivalent de plus de 13 minutes de temps de parole. Pareil la nuit d'après, avec un extrait de Jean-Luc Mélenchon diffusé à 7 reprises. Confronté à nos résultats, l'Arcom s'est dit dans l'incapacité de nous fournir une réponse avant plusieurs semaines. Après avoir mis en doute RSF, l'autorité refuse toujours de publier ses propres données. L'Arcom ne répond pas non plus sur le décalage de la matinale, ni sur l'absence du RN la nuit. Elle nous rappelle simplement La France insoumise et le Parti socialiste s'expriment majoritairement le jour. La proportion de temps de parole accordée au Parti socialiste et à la France insoumise est globalement conforme à leur poids politique. Alors, racisme, non-respect du pluralisme, non-maintien de l'antenne, à tout cela, il faut ajouter quand même
une question assez importante, c'est la question du traitement de l'information. Hein, c'est les dirigeants de CNews nous le disent tout le temps, ce n'est pas une chaîne d'opinion, mais d'information. Ils l'ont dit y compris devant les députés. Mais comme vous l'avez raconté, Younes, avec David, en fait, il y a des documents internes obtenus par Mediapart qui montrent le décalage entre les faits vérifiés par les journalistes de la chaîne et les commentaires tenus en plateau. Les animateurs ont même parfaitement conscience des fausses informations qu'ils disent ou laissent dire à l'antenne. Ce qu'on va voir, c'est un fait divers très important qui a eu des résonances très importantes. Des extraits du plateau de CNews dans les jours qui suivent le meurtre du jeune Thomas Perotto, tué à Crépol dans la Drôme en marge d'un bal le 19 novembre 2023. Et on voit aussi dans cette enquête vidéo que vous avez faite les échanges internes à la rédaction que vous avez pu obtenir. Quelqu'un dit « J'ai entendu ces agresseurs dire « Il faut planter des blancs ». On parle de RICS, alors que très clairement, 2 heures après, les faits étaient connus. C'est pas un understatement, comme disent les Anglais. C'est un biais d'information. C'est cacher des choses, c'est dissimuler, c'est donc désinformer. 2 jours après le début de l'affaire, le service police-justice partage à nouveau sa prudence sur l'utilisation affirmative plantée des blancs. Les présentateurs sont aussi dans la boucle. Avez-vous recueilli des témoignages de gens qui ont entendu les agresseurs dire « planter des blancs » ? Nous avons des sons des filles qui assistaient au bal, partis avant la fin, qui nous rapportent que des gens auraient entendu ça. Perso, je n'ai pas vu cette vidéo. Aucune vidéo, que des témoignages recueillis, dont certains filmés. La phrase était « On va, on vient, tuer des blancs ». Merci. Au sein de CNews, personne ne peut encore confirmer que des propos anti-blancs ont été tenus ou que l'acte était prémédité. Alors la journaliste alerte une nouvelle fois. Le parquet a effectivement en l'état considéré qu'il n'était pas venu là pour tuer, puisqu'il n'a pas retenu la qualification d'assassinat. Mais à l'antenne, les invités se lâchent sous l'œil cette fois-ci complice des présentateurs. Mais là, dans les circonstances, puisqu'on veut planter du blanc, puisqu'on veut tuer quelqu'un parce qu'il est blanc, c'est comme ça la question. On n'ose pas nommer ça pogrom, on n'ose pas nommer ça tentative d'assassinat, on n'ose pas appeler ça raid violent. C'était une expédition programmée, une expédition résolue. 4 mois après pourtant, l'auteur du coup mortel sur Thomas n'est pas identifié, mais l'enquête a permis d'écarter l'hypothèse d'une attaque préméditée. Ce n'était pas une expédition punitive. Voilà, donc on a vu tous ces exemples, racisme, non-respect du pluralisme, non-maîtrise de l'antenne, traitement biaisé, totalement biaisé de l'information. La question qui va nous occuper maintenant, dans quelle mesure l'Arcom est défaillante? Alors Nathalie Sonnage, je vous ai vu beaucoup réagir. Beaucoup réagir parce qu'à la fois depuis le début, on essaye de montrer combien il est important de conserver une liberté d'expression, une liberté de communication et que celle-ci doit être encadrée. Et puis le début, on attaque finalement ce cadre de la loi. Moi, une fois encore... Quel cadre de la loi? Le fait que l'Arcom soit un cadre à qui on demande d'appliquer la loi. Donc c'est fondamental que l'Arcom soit présent. Donc j'aimerais bien juste reposer ça. Ils n'ont pas souhaité venir à l'Arcom. Je ne suis pas là pour défendre l'Arcom. C'est vous dire que moi, en tout cas, de mon point de vue, je rappelle l'importance que la liberté soit encadrée et qu'est-ce que ça serait si ces news n'étaient pas encadrées. Donc, c'est un point essentiel. D'où ma réponse il faut absolument que ces news demeurent sur la TNT parce qu'il faut que maintenant, le deuxième point, c'est que le cadre s'applique. Alors, il y a beaucoup d'éléments. J'ai pas du tout envie de me retrouver dans la position de celle qui va défendre ces news parce que c'est absolument pas ce que je pense au fond de moi. Mais une fois encore, pour moi, c'est le pluralisme qui va au-dessus de tout. Et là, on a beaucoup d'éléments que vous mettez en évidence combien ces news a dérapé, avec quelques petites sanctions. Je regardais, pour me rappeler, au moment où j'ai été à l'Arcom, il y a d'autres sanctions qui ont été prononcées. Je pense à celle à 200 000 € pour CNews en 2019, où jusque Éric Zemmour a été condamné pour crime contre l'humanité, contestation de crime contre l'humanité. Donc c'est allé loin. L'Arcom a déjà sorti l'article 40 de son escarcelle. Donc l'Arcom réagit. Après, c'est une autorité de régulation. Ce dont on a besoin quand on est, en tout cas, membre d'un collège, c'est qu'un dossier soit instruit et que ça soit pas justement cette règle qu'on peut voir souvent sur des plateaux de télévision qui soit le pouce levé et le pouce bas. C'est pas ça la loi, c'est pas là la règle. J'entends, et une fois encore, je partage avec vous le fait qu'il faut absolument prendre point à point, mot à mot, et ensuite faire appliquer la loi, et que cette loi doit s'être appliquée, c'est-à-dire le CNews a rempli une convention, a signé une convention, s'est engagé pour défendre, pour protéger les jeunes publics, pour respecter le pluralisme. Et effectivement, là, ce dont on se rend compte, c'est que la multiplication des interventions ou des dérapages qu'il y a sur les plateaux de télévision, c'est quelque chose de relativement récent. C'est pas depuis 2015 qu'ils faisaient la convention, mais effectivement, les dérapages semblent plus récents. Néanmoins, il y a un temps d'instruction.
Il y a un temps de réaction, et puis ensuite, il y a un temps d'application de la loi, et ce temps-là est beaucoup trop long, il est certain, pour celui qui subit. Et pour ceux qui subissent de façon générale ce type de propos ignobles. Donc trop lent, mais le cadre est le bon, c'est pas exactement... Alors on va commencer, comme ça on va faire le tour à Thibaut Brutin. À défaut de dire que le cadre est bon, si vous me permettez de préciser, je dis que le cadre est indispensable, ce qui n'est pas la même chose. Moi, je pense que je viens d'une organisation qui défend le journalisme. Et donc nous, ce qui nous inquiète, c'est le travestissement du journaliste, je l'ai déjà dit. On veut que l'ARCOM donne de la substance au concept. Notamment, cette notion de pluralisme dans la loi, c'est la diversité des courants de pensée et d'opinion. C'est hyper beau. Qu'est-ce que c'était devenu ces dernières années? C'était devenu des contes d'apothicaires sur le temps de parole des hommes politiques. Triste vision du pluralisme. C'est pour ça que nous avons décroché une décision du Conseil d'État en février 2024 qui explique que le pluralisme, c'est qui parle, de quoi on parle et comment on en parle. Donc déjà, je pense qu'il faut donner de la substance à ces notions. La notion d'indépendance, par exemple, selon l'ARCOM, nous n'avons aucune idée de ce qu'elle recoupe. Le Conseil d'État a dit que, évidemment, l'indépendance, ce n'était pas seulement les incidents qui se produisaient à l'antenne, quand on censure quelqu'un. L'exemple le plus connu, c'est Louis Boyard, qui est interrompu par Cyril Hanouna. Député LFI. Il a dit que, le Conseil d'État a dit que c'était plus que ça. Il fallait regarder ce qui se passait en amont. Quelles sont les garanties, quels sont les critères du contrôle, on ne sait pas. Ensuite, donc il y a une boîte noire. Il y a une sorte de boîte noire sur les concepts. Et donc il faut muscler ces concepts de la part de l'ARCOM. Deuxièmement, il faut comprendre que la piste de décollage jusqu'aux sanctions, elle est extrêmement longue. L'ARCOM utilise des dispositifs qui sont d'ailleurs en dehors de la loi de 1986. Elle adresse des réponses aux plaignants, et je crois que certaines ont été montrées ici. Elle a ensuite des interventions. Après, il y a des mises en garde. Après, on rentre dans le champ de la loi de 86. C'est la mise en demeure qui est nécessaire pour une sanction. Il faut d'abord avoir une mise en demeure avant d'avoir une sanction. Et après, dans les sanctions, vous avez toute une gradation qui va de la sanction pécuniaire jusqu'à la suspension de l'antenne. Donc, tout est, de mon point de vue, possible pour l'ARCOM, mais il faut actionner ses pouvoirs, éviter de se réfugier derrière « j'ai fait une mise en garde, je fais une mise en demeure, je prends une sanction douce ou légère ». Et je crois qu'un des apports les plus fondamentaux de la commission TNT, qui s'est tenue il y a quelques années, c'était de montrer que la sanction pécuniaire était relativement inefficace. Voilà, et donc c'est essentiellement ça que fait l'ARCOM. Non, l'ARCOM fait beaucoup de mise en demeure, beaucoup d'interventions, beaucoup de réponses aux plaignants, beaucoup de choses qui sont en amont d'une sanction qui soit, je crois, effective ou efficace. Et l'ARCOM, Younes, n'a jamais été sanctionné pour défaut de pluralisme, ce qui vous occupe. L'ARCOM. Pardon, c'est News, excusez-moi. Mon Dieu, quel lapsus Grâce à la RSF, justement, ils ont été sanctionnés pour défaut de pluralisme. Mais moi, je pense qu'il est important de rappeler, déjà, effectivement, comme tu l'as dit, on a invité l'ARCOM à participer à cette émission. Ils ont refusé en expliquant que le président de l'autorité avait un agenda trop chargé, que dans les délais qu'on lui imposait, c'était impossible pour lui de venir aujourd'hui. Mais ce qui est important, je pense, de rappeler, c'est que en fait, l'ARCOM est un peu, à mon avis, pétrifiée à l'idée de devoir rendre des comptes, parce je pense qu'elle craint en fait de devoir répondre à une question qui est essentielle, qui est la question: est-ce que CNews est une chaîne d'opinion? Or, on l'a montré à travers les magnétos qu'on vient de voir, et je pense qu'il suffit d'allumer 5 minutes la chaîne pour s'en rendre compte. Oui, CNews est une chaîne d'opinion. Et donc, si elle répond oui, si elle est confrontée à cette question, elle devrait en tirer les conclusions. Elle devrait en tirer les conséquences. Et les conséquences, c'est qu'elle-même, elle organise au fond sa propre inaction. On l'a montré, je veux dire, il y a, je crois, quasiment 8 sanctions. Enfin, 8 réprimandes, on va dire, et ça va jusqu'à la sanction, sur des faits notamment d'incitation à la haine et à la discrimination. Normalement, un principe qui est posé par l'ARCOM et auquel elle s'astreint, c'est ce qu'elle appelle la réponse graduée, c'est-à-dire monter au fur et à mesure, à force de réitération dans les manquements, dans l'échelle des sanctions. Or, on n'a jamais été pour les mêmes faits d'incitation à la discrimination au-delà d'amendes. Et c'est une enquête qu'on a publiée aussi au début de l'année où on montre que normalement, quand il y a déjà eu constatation d'un manquement, l'ARCOM doit saisir le rapporteur indépendant qui doit statuer sur oui, est-ce qu'il faut sanctionner ou pas. Et en fait, récemment, pour plusieurs manquements, l'ARCOM n'a pas saisi le rapporteur indépendant. Et ça, c'est inexplicable. Ça ajoute à la question de la boîte noire. Mais très rapidement, parce que je veux vraiment faire tourner la conversation. Parce que juste sur ce point-là, la saisie du rapporteur indépendant, elle doit se faire dans des conditions extrêmement précises. C'est là que je rebondis sur effectivement ce que disait Thibaut Brutin et vous d'une certaine façon, c'est que peut-être que l'échelle de graduation aujourd'hui, compte tenu de l'état du paysage audiovisuel, avec 4 chaînes d'information en continu et l'une
qui est en phase, pour ne pas dire effectivement en transformation, voire un résultat réel d'une chaîne d'opinion. La chaîne d'opinion est strictement interdite sur la TNT. Alors, donc, voilà, alors maintenant, Sophie Taillé-Polian, puisqu'on a déjà des arguments qui ont été échangés là. Je crois que ce qu'il faut dire, c'est que CNews, c'est une chaîne d'opinion, c'est une chaîne militante. En septembre, ils ont mis le QR code pour appeler à signer la pétition de Philippe de Villiers. Donc là, on n'est même plus sur une ligne éditoriale orientée sur ci ou ça, on est sur un acte militant. Il n'y a pas plus simple comme acte militant que d'aller faire signer une pétition. Je ne reprends pas le fait que M. Pro a dit à l'antenne qu'il allait parler tous les jours de l'audiovisuel public en faisant là aussi campagne contre l'audiovisuel public. Donc on n'est même plus... On est même au-delà de la chaîne d'opinion. Pour on vous, est dans la réglé, chaîne c'est une chaîne d'opinion et militante, donc ça veut dire que ça ne peut pas être sur la TNT. Pardon, en tant que... strictement interdit. Voilà. La loi l'interdit. Donc la loi interdit cela. Donc c'est pour ça qu'il y a d'une part toutes les abominations racistes dont on a parlé en première partie d'émission, mais il y a aussi le fait de contrevenir de manière fondamentale à l'obtention de l'agrément, aux exigences qui sont liées à l'obtention de l'agrément, qui est de ne pas être une chaîne d'opinion. Nous avons là clairement un constat, à mon sens, d'échec du régulateur. Attention, il faut un régulateur fort. Mais il faut qu'il joue son rôle. Et là, on a clairement un constat d'échec. On a face à nous, faut appeler écoutez, j'en sais rien. Il faut appeler un chat un chat. On a face à nous une chaîne d'opinion au service d'une prise de pouvoir de l'extrême droite dans notre pays. Il faut appeler un chat un chat. Donc ça n'aurait pas dû être possible. Donc pourquoi est-ce qu'on en est là? Donc moi, j'ai demandé, dans le cadre de la commission culture à l'Assemblée nationale, qu'on ouvre une mission d'évaluation le plus vite possible pour regarder pourquoi on est dans ce constat d'échec. Quels sont les moyens juridiques et financiers qui sont mis à l'ARCOM pour faire en sorte que on en arrive là, c'est-à-dire à quelque part, oui, moi j'appelle ça un échec. En tout cas, je ne peux pas le lire autrement. Donc, il faut certainement donner davantage de pouvoir et de moyens, mais il faut aussi effectivement qu'il y ait la volonté de les mettre en œuvre pleinement. Daniel Obono, sur cette discussion qui s'est installée. Je vais être d'accord avec vous sur le fait que CNews, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et en fait, il y a un manque de moyens. L'ARCOM n'a pas les moyens de sa mission, en vérité. N'a pas les moyens financiers, humains. Quand on étend encore, dernièrement, je ne sais plus quel autre texte a étendu encore ses prérogatives sur les réseaux sociaux et compagnie, n'a absolument pas les moyens, en fait, de faire ce contrôle. Mais c'est organisé, en fait, pour que l'ARCOM n'ait pas les moyens. Surtout politiques. En vérité. Parce que ce que vous avez montré sur le cas de Crépol... Il y a la loi comme moyen politique. Ce que je veux dire, c'est que l'ARCOM a déjà coupé le micro. Ce que vous avez montré sur Crépol, c'était confiné à CNews. Aujourd'hui, c'est bien plus large que CNews. Encore aujourd'hui même, il y a eu une décision de justice qui a exonéré ma collègue Rima Hassan de la diffamation généralisée dont elle a fait l'objet lors de sa garde à vue abusive. C'était pas juste CNews. Avec des fuites. C'est pas juste CNews, c'était BFM et c'était y compris le service public. Alors du coup, je pense que c'est aussi important. Oui, CNews est en violation de ce qu'elle doit respecter pour pouvoir bénéficier effectivement de la TNT, qui est de la décision publique, et donc elle doit être sanctionnée administrativement, et elle doit être aussi sanctionnée pénalement pour toutes les infractions qui sont caractérisées qu'elle commet. Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, que ce soit le privé, mais aussi le public, on se retrouve à avoir une offensive idéologique qui vise à favoriser effectivement l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Et on voit comment aujourd'hui, aujourd'hui, France Info, c'est un égout pour moi. C'est un égout médiatique. Parce qu'on retrouve exactement le même modèle politique qui est appliqué à France Info que ce qu'on a vu sur les exemples de CNews. C'est pour ça que je dis, c'est un point de départ, mais en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et donc, oui, aujourd'hui, les médias, le système médiatique fonctionne en boucle pour servir l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, en utilisant le racisme, en utilisant la xénophobie, en utilisant la logique sécuritaire et en favorisant idéologiquement tout le pire de l'extrême droite. Et voilà ce à quoi il faut faire face, y compris, je le redis, parce que c'est un débat sur défendre le service public contre CNews. À mon avis, il est mal posé. Aujourd'hui, le service public, parce que politiquement, et à la tête, tous ces gens sont
désignés par le politique, que ce soit la présidence de l'Arcom, que ce soit la présidence... Alors, on reviendra sur l'audiovisuel public après. Et donc, c'est un choix politique d'orienter dans un sens... On va finir par l'audiovisuel public. Il n'y a pas de choix politique je vous prie de m'excuser, il n'y a pas de choix politique dans l'élection ou la nomination des membres de l'Arcom, absolument pas. Je dis la présidence. Enfin, Alors, le président. Mais le président. Mais l'Arcom. Mais reconnaissons quand même qu'il y a la paille et la poutre. Là, enfin, moi, je pense que CNews, et c'est probablement un drame de l'histoire des médias aujourd'hui, c'est que CNews donne le là, malheureusement, trop souvent. Alors, c'est ça. Il faut le regretter. Les obligations doivent être les mêmes pour tous, mais je crois que le degré de violation de la régulation par CNews est beaucoup plus important. Oui, mais ça a donné licence à tous les autres. Il ne faut pas ça ne vient pas spontanément. Alors, attendez. CNews demeure hors de contrôle. Je veux dire au sens de hors de contrôle, c'est-à-dire incontrôlé et incontrôlable, nous allons vers le mur médiatique. On ouvre la fenêtre pour le reste. Et c'est pour ça qu'on parlait appelons un chat, il nous faut un bon chat. Et là, aujourd'hui, le chat, il a les moyens juridiques de son action, et franchement, on ne va pas tourner autour du pot. Il a les moyens techniques de son action. Si Reporters sans frontières, qui est une organisation de taille quand même moyenne, voire toute petite par rapport à l'Arcom, est capable de faire une étude sur le temps de parole sur les antennes en mars 2025 avec des outils d'IA, je veux dire, l'Arcom peut le faire. Que l'Arcom utilise ses moyens technologiques et les moyens juridiques. Je rappelle que l'Arcom a ce qu'on appelle le seuil de l'erreur manifeste au Conseil d'État, c'est-à-dire que personne ne peut dédire l'Arcom, sauf le Conseil d'État, mais il ne peut le faire que si l'Arcom se plante grave, si je disais de façon un peu crue. Dominique Sopo, là-dessus, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, deux choses. Déjà, une chose, c'est que l'Arcom, c'est une institution, et une institution, même si elle est utile, on peut la critiquer parce qu'on estime qu'elle est défaillante. Et moi, je pense que l'Arcom, dans la régulation de l'audiovisuel et sur la question de CNews, est très lourdement défaillante. Nous, tout à l'heure, on parlait de la question des condamnations par la justice. On critique aussi, j'allais dire, l'ineffectivité, par exemple, du droit à la non-discrimination, ou même de la législation antiraciste plus globalement. Tout à l'heure, on parlait des propos de Noël Lenoir, parce qu'on a reçu aussi le même courrier sur notre saisine de l'Arcom sur les propos de Noël Lenoir contre 2 millions d'Algériens. Mais quasiment simultanément, nous avons reçu de la part de la justice un avis de classement sans suite. Comme disait Daniel Obono, voilà. Insuffisamment caractérisé. Donc moi, je ne suis pas contre la justice. Je dis juste qu'à un moment donné, la question du racisme, la question de ces haines-là, n'est pas une question qui est suffisamment prise en considération, et ça n'est pas propre au racisme. Dans l'histoire, on voit aussi comment les questions de féminisme, les questions relatives au viol, etc., étaient totalement marginalisées, et on ne peut pas dire qu'on soit encore arrivé exactement à bon port sur le sujet. Donc évidemment qu'on peut avoir une vision critique des institutions pour les faire avancer. Et là, je pense que l'Arcom, effectivement, mérite nos critiques dans le but d'améliorer la régulation de l'audiovisuel, parce qu'encore une fois, il ne faut pas oublier, je pense quand même que ça singularise l'Arcom, CNews, des autres chaînes, et notamment du service public, où il y aurait des choses à dire effectivement, parce que on voit bien que la parole antiraciste n'est pas ce qu'il y a de plus, j'allais dire, déployé, y compris sur les chaînes du service public, mais tout de même, CNews se caractérise par une offensive de la haine, et de la systématisation de la haine, qui en fait un objet très singulier et qui effectivement contribue à pourrir de façon plus générale, là pour le coup, le débat public. Oui, la question, pour bien comprendre, c'est parce que quand Martin Hajdari, le président de l'Arcom, il a été interviewé il y a 2 jours lors de la commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Tiens, on va l'écouter. Vous lui avez posé la question, Sophie Taillé-Polian, avec une autre députée socialiste, Aïda Alizadeh. Vous avez parlé justement de ces déclarations racistes. Qu'est-ce qu'on fait? Et voilà ce qu'il a répondu concernant les dernières déclarations racistes contre Bali Bagayoko, les autres qui ont suivi. Il a invoqué, vous allez voir, ce long processus d'instruction contradictoire qui, le cas échéant, peut conduire à des sanctions. On a sanctionné récemment encore, au mois de février, adopté des sanctions lorsque nous avons considéré que les limites fixées par la loi étaient franchies, et on ne tremblera pas s'il faut prendre d'autres sanctions ultérieurement. Les sanctions ne peuvent être prononcées qu'après instruction par un rapporteur indépendant saisi
par le directeur général de l'Arcom lorsqu'il y a un soupçon de manquement sur un motif pour lequel l'éditeur a déjà été mis en demeure. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas nous exprimer sur les séquences qui ont pu susciter un émoi particulièrement vif, comme c'est le cas depuis quelques jours, pour lequel le rapporteur indépendant a été saisi la semaine dernière. Voilà. Alors, avant qu'on conclue l'émission et qu'on arrive sur la question de l'audiovisuel public, il y a quand même une question que moi je comprends pas, y compris dans la discussion ici. Vous nous dites, en fait, finalement, l'Arcom fait comme elle peut, mais il y a aussi des procédures de contradictoire et le respect de la liberté d'expression. Et vous êtes plusieurs sur ce plateau à nous dire, en fait, tout est déjà sur la table. On a déjà tout ce qu'il faut pour agir. Donc, j'ai toujours pas compris comment on résout cette question-là. Est-ce que c'est une question de volonté politique? Est-ce que c'est une question de, en effet, donner plus de moyens à l'Arcom? Est-ce que c'est une question de peur ou de contexte politique, comme nous a expliqué Younes? On a bien vu, quand l'Arcom n'a pas renouvelé C8, il y a eu tout un mouvement pour nous dire que c'était une affreuse censure, etc., alors que l'émission de Hanouna, c'était horreur sur horreur documentée depuis des années. Donc je voudrais quand même faire un dernier tour de table là-dessus. Daniel Obono, est-ce qu'on a aujourd'hui tous les moyens pour arrêter ça? Et j'entends bien ce que vous dites sur la diffusion ailleurs. Je pense pas, par rapport à ce que vous dites, je pense qu'il manque de moyens, y compris humains. Quand vous avez le nombre de signalements qui sont faits, qui doivent être traités par l'Arcom, je pense, et c'est un des arguments sur lesquels nous sommes critiques quand à chaque fois il y a une extension du domaine des prérogatives de l'Arcom, en fait, n'a pas ces moyens. Parce que si on veut que les procédures aillent plus vite, il faut aussi avoir du personnel. Donc moi, je ne remets pas en cause, y compris mes critiques, elles ne sont pas sur la bonne volonté ou le travail qui est fait par ces agents. Ce sont ces moyens, mais je dis que c'est organisé parce qu'il n'y a pas la volonté de faire en sorte que la régulation puisse se faire, puisque les médias, privés ou publics, sont utilisés. Après, moi, c'est ma conception de à quoi servent les médias et qui sont la deuxième peau du système, sont utilisés pour défendre un point de vue sur la société. Et il se trouve qu'on est dans un moment où le point de vue sur la société, c'est de dire qu'il faut diviser les gens et qu'il faut instiller notamment le racisme et tout ce qui fracture. Et c'est ça qu'on voit à l'œuvre. Ce n'est que la traduction, d'une certaine manière, de ce choix politique. Et ça, c'est un choix politique. Thibaut Brutin, Sophie Taillé-Polian, vous multipliez les recours. Il y a des recours juridiques, il y a une action collective, il y a des tribunes avec RSF, il y a aussi des avocats qui travaillent sur le sujet en ce moment. Il y a une dynamique là, de la société. Pour vous, où est le problème? Est-ce que c'est les moyens? Est-ce que c'est politique? Est-ce que, c'est quoi le problème et qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, c'est un problème de politique de la régulation. Moi, je suis un individu, alors pour être un peu bête, mais je suis très littéral. J'ai lu le papier que Martin Hajdari a sorti, le président de l'Arcom, pour expliquer sa politique de la régulation. Déjà, je salue qu'il y ait un papier qui explique qu'est-ce que le régulateur veut entreprendre. C'est très bien. En revanche, je suis en complet désaccord avec les termes qui sont employés pour définir ce qu'il cherche à faire. Il parle notamment de trouver un équilibre dans la société entre des récriminations diverses et variées. Et moi, je pense que la régulation, c'est pas une transaction. C'est pas un point pour le groupe Bolloré, un point pour complément d'enquête. Si on fait ça, on va aller vers une dérive qui est très dangereuse de la régulation. En revanche, je pense qu'il faut être radical, c'est-à-dire qu'il faut s'en tenir fondamentalement à la loi de 1986, qui a une fois de plus des beaux principes, honnêteté, indépendance et pluralisme. Et je pense qu'il est important que l'Arcom prenne ses responsabilités dans ce moment historique, politique et médiatique, et notamment renonce à cette espèce de fantasme nouveau de l'absence d'autosaisine. L'Arcom fait ce qu'on appelle en droit strictement de la police administrative. C'est une activité de police. Est-ce qu'on imagine que la police n'agit que sur dénonciation des voisins? Enfin, vous imaginez le scandale que ce serait dans un monde qui serait un monde physique. Quand une organisation comme la mienne ose sortir en novembre dernier une enquête sur le pluralisme, et moi c'est pas de gaieté de cœur que je le fais, j'ai perdu des points de vie dans l'affaire. Eh bien là, paf, il nous tombe dessus à bras raccourcis en faisant une prosopopée, vous savez, cette figure littéraire qui consiste à avoir une entité qui s'exprime comme si elle était une personne. C'est fait à la va-vite, tout ça pour essayer de nous discréditer. Ça donne pas envie de saisir, je peux vous dire. Voilà. Sophie Taillé-Polian, là-dessus, parce que c'est vraiment la question centrale. Il y a deux niveaux de réponse, à mon sens. D'une part, je pense qu'il faut augmenter les moyens juridiques et financiers de l'Arcom pour qu'elle remplisse bien ses missions. Il y a un rapport parlementaire, mais je pense qu'il faut aller plus loin. C'est la raison pour laquelle moi j'ai demandé à ce qu'on aille plus loin en termes de mission d'évaluation de l'Arcom. Le fait que pour augmenter en sanctions, il faut quasiment exactement deux fois le même problème. Et M. Bolloré et ses conseils juridiques sont pas bêtes, alors à chaque fois ils changent un peu. Donc on repart de zéro. Donc là, il y a des choses à faire évoluer au niveau de la loi et donner des moyens financiers à l'Arcom pour qu'il puisse être plus puissant. Ça, c'est une chose. Mais
Il y a aussi, et je le regrette profondément, des choix qui ont été faits par l'ARCOM, notamment au moment de la reconduction. Vous savez, c'est quand même simple. Hein. Vous faites venir un plombier chez vous, son truc marche pas, il respecte pas le devis, il vous colle 50% de plus. Bon, qu'est-ce que vous faites? À la fois que vous avez besoin d'un plombier, vous en appelez un autre. Là, on a eu un éditeur qui, de manière répétée, intentionnelle, n'a pas respecté la convention d'agrément. Vous en prenez un autre. On devrait couper le robinet. Mais bien sûr, et comme ça, c'est pas couper le robinet. L'agrément n'est pas de droit. Une fois que vous l'avez obtenu, vous devez recandidater pour l'obtenir à nouveau. Et donc là, il aurait fallu, à mon avis, prendre acte qu'il y avait eu des problèmes récurrents, manifestes, importants, lourds, parce que c'est pas nouveau. Ça fait des années, plusieurs années que ça dure. Et donc se dire, il faut donner la possibilité à un autre éditeur. Il y avait d'autres projets sur la table. Voilà. Moi, ce que je gère, c'est ça. Et aujourd'hui, il y a quand même un problème. C'est que l'ARCOM est chargé de garantir ce qui est dans la loi, à savoir que le pluralisme interne soit mis en œuvre sur la TNT. C'est-à-dire que tous les courants de pensée soient représentés sur chaque chaîne. Ce qui n'est pas le cas pour vous, ce qui n'est pas le cas pour la presse écrite, ce n'est pas le cas pour tout le reste de la presse. C'est juste le cas. C'est son travail. Mais moi, ce que j'entends, c'est une remise en cause de ce principe même dans le débat public aujourd'hui, y compris par des responsables de l'ARCOM qui disent peut-être que finalement, les chaînes d'opinion... j'ai même entendu ça de la part de Mme Ernotte. Je ne sais pas pourquoi elle donne son avis là-dessus. Et donc, pour moi, non, il faut garantir... Parce qu'il y a la liberté d'expression, peut-être. Mais la liberté... Elle a le droit de donner son avis. Non, mais bien sûr, mais enfin, elle l'a fait le jour où elle était convoquée devant la commission la première fois. Comme pour donner un gage. Moi, je n'ai pas très bien compris pourquoi elle s'exprimait là-dessus, alors qu'elle allait parler en commission d'enquête audiovisuelle publique là-dessus. Mais le débat qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est est-ce qu'on veut toujours que ce pluralisme interne soit la règle? Moi, je prétends que oui. Nathalie Sonac, là-dessus, et ensuite on finit sur la question quand même de l'audiovisuel public qui est quand même assez importante, particulièrement en ce moment. Vous entendez autour de vous pas mal de gens qui vous disent, et encore une fois, vous n'êtes pas la porte-parole du CSA anciennement ou de l'ARCOM, etc. Mais vous en avez, voilà. Quand Thibault Brutin vous dit, voilà, il y a une question là on se limite volontairement à un certain périmètre. Je ne crois pas qu'on se limite à un certain périmètre. Il y a une loi, il y a une délibération qui a été prise, il faut appliquer la délibération. Il s'avère que la loi évolue. Ça ne vous aura pas échappé que la loi de 1986 date de 1986. Elle a été modifiée 90 fois. Ça fait des années que des intellectuels, des chercheurs, des anciens de l'ARCOM, des pendant l'ARCOM, des après l'ARCOM disent il faut changer aux députés, aux parlementaires de s'emparer d'une décision qui est fondamentale, qui est celle de cette liberté d'expression, aujourd'hui dans un paysage audiovisuel qui n'a absolument rien à voir avec celui de 1986. Quand vous voyez la multiplication du nombre des réseaux sociaux, des attaques qu'il peut y avoir en ligne, de cette free speech qui est en train de se déployer où on dit tout et n'importe quoi, heureusement que nous avons encore un espace sur lequel on peut, qui émane du domaine public et sur lequel on peut émettre avec une organisation qui effectivement organise, encadre, et ce cadre doit évoluer à l'aune de l'exercice aussi de l'évolution de ce paysage audiovisuel. Peut-être quelques éléments sur est-ce qu'on a besoin ou pas. Je crois que, l'ARCOM n'a jamais été aussi indispensable et qu'on doit continuer à étendre son périmètre, et notamment en délinéaire, parce que c'est là où les gens sont. 25% des 18-25 ans s'informent sur TikTok. Je crois qu'aujourd'hui, l'attaque, elle est là de notre cohésion sociale, de notre pluralisme, de notre vivre ensemble. Et ça, c'est majeur. Le deuxième élément, il me semble que les médias sont des vecteurs de démocratie et qu'ils doivent absolument rester, demeurer, soient solides et absolument indépendants. Donc l'attaque vis-à-vis des médias, je peux le comprendre et on peut échanger évidemment sur ces éléments-là, mais en tout cas pour ma part, je pense que c'est des éléments qui sont centraux. L'indépendance n'est pas évidente dans un monde médiatique où vous avez plein de milliardaires qui détiennent les médias quand même. Et en tout cas, la question... On est bien placé pour le savoir. C'est la raison pour laquelle en fait la question de la concentration, par exemple, dont évidemment parce qu'on ne peut pas traiter de tous les sujets, mais la question de la concentration est fondamentale et qu'aujourd'hui le dispositif de mesure anti-concentration, qui soit monomédia ou plurimédia, n'est plus en adéquation avec nos usages. Aujourd'hui, les usages
usages ne sont pas ceux-là. Non, on est d'accord que le seul échec n'est pas l'Arcom, qu'il y a aussi la question de la concentration des médias. On n'arrête pas de plaider justement contre ça. C'est vrai que du point de vue, vous le faites aussi à l'Assemblée nationale. On a adopté l'article 1 de ma proposition de loi contre la concentration. On y est presque, il nous manquait 2 heures de séance. Il manquait l'article 2. Non, mais je pense oui, d'accord. Non, mais je veux dire, c'est une question centrale. Il faut aller beaucoup plus loin. On voit bien que là, on est en train... C'est une question centrale, je partage complètement votre point de vue, mais il s'avère qu'il faut absolument que ça soit vu dans un ensemble, parce que l'audiovisuel, c'est dans un écosystème informationnel qui, lui, est terriblement pollué par la désinformation, par la manipulation de l'information, et dont les propos que nous dénonçons tous ensemble, je crois, sur ce plateau depuis tout à l'heure, on n'a pas envie de les voir non plus en ligne. Ok, alors un autre sujet, dernier sujet, pour finir, c'est quand même... Alors, il y a cette question de la concentration, elle est évidemment majeure, c'est la question de l'audiovisuel public. Cette commission d'enquête de l'Assemblée nationale présidée par un député Horizon, dont le rapporteur est un député UDR, donc Ciotti, donc allié au Rassemblement national, Charles Aloncle. Younes, les auditions viennent de se terminer quand même. On peut résumer ça comme ça, je crois que tu prépares un article là-dessus, un grand cirque, un exercice d'autopromotion de la part du rapporteur qui a auditionné le banc et l'arrière-banc de l'audiovisuel public, y compris des gens qui sont plus du tout à l'antenne depuis très longtemps. Et surtout, une attaque en règle contre l'audiovisuel public, d'ailleurs relayée par cette chambre d'écho, CNews et autres médias. Ouais, je crois qu'il y a une tentative claire de la part de l'extrême droite médiatique d'une part et qui est relayée ensuite et qui est traduit en acte parlementaire par Charles Aloncle et ceux qui le soutiennent, qui est de créer une espèce de, à mon avis, de fausse équivalence, de dire voilà, CNews, ok, CNews c'est une chaîne d'opinion, c'est une chaîne de droite et d'extrême droite, mais regardez ailleurs, l'audiovisuel public que vous payez, vous les Français, ce sont des antennes noyautées par la gauche. Et donc tout l'enjeu de cette commission d'enquête pour Charles Aloncle, le rapporteur, ça a été de tenter de démontrer que l'audiovisuel public était noyauté par la gauche en dépit de toute réalité. Donc il a interrogé des anciens présentateurs de l'audiovisuel public, de France Télévisions, donc par exemple Patrick Sébastien, Jacques Cardoz, qui ont émis des accusations graves sans jamais en apporter la moindre preuve. Non étayées. C'est des accusations qui ont ensuite été immédiatement relayées sans aucune précaution, sans conditionnel, sans rien du tout par le rapporteur sur ses réseaux sociaux, comme si c'était des vérités de fait. Et donc voilà cette commission qui s'est déployée sur 6 mois. Je crois qu'il y a eu 200 heures d'audition, 67 à peu près personnes... 67 auditions, 230 et quelques personnes auditionnées. En vrai, ça fait du monde. Je crois qu'aucune commission parlementaire auparavant n'avait autant travaillé. Et tout ça, pourquoi ? Pour un résultat, à mon avis, qui sera quasi nul, puisque les questions qui auraient dû être posées, parce qu'évidemment, je pense qu'il y a des choses à régler dans l'audiovisuel public, les questions qui auraient dû être posées ne l'ont pas été. Ouais. Juste, est-ce que là-dessus, ce rapport, on n'est même pas sûr qu'il sera adopté à la fin? Pour autant, ça crante, quoi, si je peux dire. Pour autant, ça fait une discussion sur l'audiovisuel public. Nous sommes le premier à faire des enquêtes par ailleurs sur l'audiovisuel public, donc on n'a pas de souci à dire que tout n'y est pas parfait. Mais enfin, quand même, le Rassemblement national et ses alliés veulent privatiser l'audiovisuel public, et cette commission d'enquête, elle est un peu faite pour ça. Moi, je crois qu'elle était faite pour détourner le regard de Bolloré et de la concentration. Je pense qu'il y a eu beaucoup de débats là-dessus, que ça animait le débat public, que notamment grâce à l'action de RSF devant le Conseil d'État, et donc la commission TNT aussi, dont Aurélien Saint-Toul a été rapporteur. Tout ça, ça a créé un débat public qui mettait en accusation, à juste titre à mon sens, la concentration des médias et particulièrement là-dedans le projet politique mis en œuvre par Vincent Bolloré etc. Et en fait, je crois qu'il y a eu une contre-offensive pour déplacer le terrain du débat public et le mettre sur l'audiovisuel public. Comme ça, on ne parle plus d'eux. Et je crois aussi que c'était une manière tout à fait de démontrer que, puisque, ok, CNews, c'est de droite, c'est conservateur, mais comme l'audiovisuel public, c'est de gauche, alors c'est pas grave, ça peut rester comme ça. C'était aussi une entreprise de légitimation de CNews. Et puis, je crois, pour terminer, je crois aussi qu'il y avait évidemment une manière de se mettre en scène, de faire du buzz pour le rapporteur. Donc, je ne sais pas si le rapport va être validé ou pas.
en tout cas, s'il y a la moindre contre-vérité, insinuation dénuée de fondement, moi je voterai contre, même si évidemment tout le monde nous dit « Ah, mais vous allez être traité de je sais pas quoi ». De toute façon, on l'est suffisamment souvent par l'extrême droite pour que ça ne pose pas problème. Oui, c'est le match retour, je pense que Sophie l'a dit, c'est le match retour de la commission TNT, là, avec un rapporteur qui a pris pour argent comptant, au sens je dirais, le plus littéral du terme, une grande partie des accusations de la presse Bolloré. Et je pense qu'il faut voir la gravité parce que ça crée une pression sur l'audiovisuel public qui est franchement sans précédent en France. Mais le mouvement, en fait, c'est un mouvement européen. Parce que ça crée de l'autocensure, on intègre ça. Ça vous dit, attention, on sait que vous êtes là, on peut vous foutre la pression, on peut toucher à vos modes de nomination, à vos contenus, à votre budget. Je rappelle que l'audiovisuel public est actuellement sur un budget annualisé. C'est vraiment très dangereux. Et je pense que le mouvement, il est européen, il faut bien voir. J'étais à la BBC l'autre jour, un responsable de la BBC me dit « Nous sommes devenus political football ». Ça veut dire qu'on est devenu un objet politique, que tout le monde se rebalance les uns les autres, etc. Et tout ça est très dangereux parce que ça porte en germe l'affaiblissement potentiel du journalisme dans le débat public. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il faut vraiment prendre garde. C'est de la stratégie politique. Juste offensive, Daniel Obono. Oui, si vous permettez, la stratégie est très claire, celle politicienne du rapporteur et de la présidence. Mais je pense que ce que ça évite de poser comme question sur l'audiovisuel public, c'est le fait que le processus de droitisation, pas de droitisation, mais il est interne aussi en fait à l'audiovisuel public. Excusez-moi, mais c'est difficile de défendre un audiovisuel public qui, avant même d'avoir été mis en accusation par Bolloré, avait déjà intégré dans son modèle économique cette stratégie-là embaucher des gens qui n'ont aucune compétence sur des sujets pour alimenter le supposé débat public, à censurer son propre personnel quand il n'était pas dans la ligne décidée et l'orientation et les changements de ligne décidés par en haut par le politique. Ce n'est pas vrai qu'on aurait un audiovisuel public qui serait un espèce d'espace de liberté, garant du droit et de la démocratie. C'est pas vrai du tout. C'est politique l'audiovisuel public parce que c'est du service public qui a comme vocation non pas de faire du profit parce que de toute façon aucun média n'en fait, mais de participer à organiser et permettre le débat public et la confrontation d'idées. Mais malheureusement, moi je pense que l'échec, et ce qui a permis d'autant plus facilement cette offensive, c'est que l'audiovisuel public a failli, parce que c'était un choix politique, et c'est une politique qui a été menée par tous les gouvernements, au moins depuis 7 ans, de faire mettre en échec l'audiovisuel public, de lui réduire les moyens, de lui faire rentrer dans l'écosystème de l'information en continu avec la fragilisation et la précarisation. Mais vraiment, la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que cette attaque, elle a été intégrée bien avant et pourquoi il y a cet alignement politique sur l'extrême droite de l'audiovisuel public et pourquoi, je finis là-dessus, pourquoi le public, pourquoi les citoyens et citoyennes ont autant de doutes et si peu de soutien sur l'audiovisuel public. De façon générale, sur l'information. Mais oui, mais c'est cette question-là qu'il faut se poser parce que sinon, c'est trop facile d'une certaine manière, c'est trop facile de dire le problème c'est Bolloré et l'attaque de Bolloré de l'extrême droite. C'est ça le problème. Younes, pour situer, j'ai bien compris. Younes, pour bien situer, c'est important parce que pour suivre la discussion, ce sont des enquêtes que tu fais aussi. C'est-à-dire que la pression de CNews et de finalement dans un air du temps, on pense être l'air du temps qui est très à droite, fait qu'il y a par exemple des chroniqueurs de CNews qui se retrouvent sur France Info, ça c'est vrai. Il y a aussi une façon parfois de s'inspirer de la façon de pouvoir concurrencer CNews, ça c'est une réalité. Oui, bien sûr, c'est une réalité qui est menée au nom de l'idée que comme les Français, le paysage politique se droitise, donc les Français votent de plus en plus à droite, et donc au nom de ça, il faudrait, y compris sur l'audiovisuel public, c'est ce que on a beaucoup entendu pendant la commission, il faut représenter tous les Français, il faut que tous les Français se sentent représentés. Et même aussi ce qu'on voit sur BFM TV, c'est ce qu'on avait aussi raconté il y a quelque temps. Je me rappelle qu'après les législatives partielles de 2024, et en faisant le constat, et surtout après les européennes, que
l'extrême droite, le Rassemblement national était en tête, eh bien Marc-Olivier Fogel, donc qui était l'ancien directeur de BFM TV, avait passé consigne en interne à ses équipes de dire il nous faut plus sur les plateaux d'éditorialistes de droite et de droite plus. Et dans la liste d'invités qu'il a suggéré à ses programmateurs, il y avait des gens de Valeurs Actuelles, du JDD. Donc, juste peut-être Dominique Sopo rapidement, et puis je conclurai avec vous, Nathalie Sonnac, qui sortait un livre sur l'audiovisuel public. Oui, juste sur la question de l'audiovisuel public, c'est vrai qu'il y a des problèmes. Je me souviens quand même de Éric Zemmour, parce que c'est vrai qu'on parle de Éric Zemmour à CNews, mais bon, on peut dire que Bolloré a racheté un monstre qui a été forgé ailleurs, et notamment dans l'audiovisuel public, puisque la première condamnation de Zemmour, c'est nous d'ailleurs qui l'avions obtenue, pour des propos qu'il avait tenus sur France 2 et sur France 4 à l'époque, et qui était de l'incitation à la discrimination. Mais au-delà de cette problématique de l'audiovisuel public qui est touchée effectivement par le phénomène de droitisation de la société française, je rappellerai d'ailleurs que la polémique sur la ville des Noirs, la première occurrence, on la trouve dans l'émission C'est ce soir, et ça rebondit ensuite. Donc c'est quand même par Alexandre Devecchio. Il faut resituer, ça, par Alexandre Devecchio. La fachosphère entend ville des Noirs quand Bakayoko, le soir de son élection, dit ville des rois et du peuple vivant. Avant même qu'il ait parlé, je crois qu'ils avaient entendu en ville des effet, Noirs. dans C'est ce soir, c'est repris par Apolline de la Malherbe le mardi sur oui, mais bon voilà, donc ça a été aussi sur le service public, ça a fait son chemin aussi sur le service public. Donc il n'y a pas un service public qui serait exempt effectivement de toute critique. Le service public, il est aussi plongé dans des logiques politiques, dans une ambiance du temps qui est extrêmement mauvaise, peut-être aussi dans des défaillances de toute une partie des élites dans ce pays qui ne sont pas forcément spontanément antiracistes, même si elles aiment se gargariser de leur antiracisme par rapport au peuple qui, lui, serait beaucoup plus raciste qu'elles. Bon, mais il me semble que la question de l'offensive qui a été posée par la commission avec Monsieur Allon, une sorte comme ça de clown, totalement délirant. Bon, je pense que de toute façon, c'est comme ça. Ça, c'est un fait. Il y a une offensive de l'extrême droite. Et la question qui est posée, c'est comment, face à cette offensive de l'extrême droite, qui se servira de tous les moyens à sa disposition, y compris de venir pourrir les institutions, eh bien, comment il y a aussi une contre-offensive, qui n'est pas qu'une contre-offensive, évidemment, par la loi, mais qui est aussi une contre-offensive idéologique de la société, du mouvement, pour dire, regardez, c'est quoi l'extrême droite? Ils sont même pas au pouvoir, que les institutions, ils sont déjà en train de les pervertir au service de la violence. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous essayons de faire sur Mediapart. Mot de la fin, Nathalie Sonnac, puisque la question de l'audiovisuel public comme bien collectif, quelles que soient les critiques qu'on peut lui apporter, évidemment, et il faut critiquer n'importe quelle institution, est au cœur de votre livre. Oui, un ouvrage dont le point de départ est évidemment cette commission qui m'a, comme beaucoup tous, nous tous ici ou ailleurs aussi, agacé. En même temps, ça a le mérite de poser clairement les choses. Et pour moi, ça a eu le mérite de reposer finalement quelle est l'importance du service public, quel est le rôle aujourd'hui. Encore une fois, l'extrême droite veut privatiser, c'est clair. Que l'extrême droite veut privatiser, c'est très clair. C'était le programme du Rassemblement national. Il faut voir aujourd'hui, c'est un petit point de pas d'accord avec vous. Les résultats montrent aujourd'hui que les audiences, il y a une très grande confiance à l'égard des chaînes de l'audiovisuel public et des stations publiques. Il y a encore une audience importante, même si on voit qu'elle subit le vieillissement comme les autres. Mais aujourd'hui, France Télévisions, c'est 80 heures d'information par jour. Et l'information, c'est vraiment les faits d'actualité. C'est ça qui est au cœur. C'est la défense du journalisme, c'est la défense de l'éthique, de la déontologie. On peut ne pas être d'accord, mais une fois encore, je suis intimement convaincue qu'il est imminemment impossible autrement pour une démocratie de ne pas pouvoir avoir un audiovisuel public fort en face d'un audiovisuel privé fort qui soit présent pour régler la question de l'information, en tout cas qu'on puisse la voir, la comprendre, faire du fact-checking, faire du debunking, apprendre, comprendre et rester au plus près des faits. Donc le pluralisme, l'impartialité sont des éléments essentiels. Ensuite, il y a un maillage territorial qui est évident. Je ne sais pas si vous regardez le mouvement qui s'est fait aux États-Unis. Il y a plus de 3500 titres de presse quotidienne qui ont déserté. Donc on est face à des déserts informationnels. Il ne reste plus sur beaucoup de lieux de territoire le service public, donc il joue un rôle majeur en matière de cohésion sociale, donc maillage de territoire important. Et puis j'ajouterais que le service public, c'est 600 millions d'euros d'investissement chaque année dans des œuvres audiovisuelles. Donc la culture, l'opéra, le théâtre, accessible gratuitement au plus grand nombre et qu'on ne nous sorte pas demain matin Netflix ou Disney+. Donc aujourd'hui, je pense que le combat, c'est véritablement d'avoir un audiovisuel public
qui soit fort, dont on garantisse, et là encore les parlementaires s'emparent des vraies questions, qui est celle de la défense d'un service public avec un montant indispensable, suffisant de ressources, de financement, que celle-ci soit, par exemple, sur la pluralité pour qu'on puisse avoir cette garantie-là de cette financiarisation, avec le respect de l'indépendance qui, là encore, est fondamental. Donc je pense que le rôle du service public, il est attaqué très fortement aujourd'hui. C'est pas anodin que ce soit à 1 an de la présidentielle qu'on l'attaque, et je pense que c'est aujourd'hui que les parlementaires, la société, nous tous, puissons absolument défendre haut et fortement les valeurs du service public. Et ce n'est pas le moment de remettre en cause. Voilà, et les valeurs de l'information en général et du droit des citoyens à savoir, c'est ce qu'on fait sur Mediapart en le redisant ce soir dans cette émission. Nous pensons à Mediapart qu'il faut débrancher CNews. Merci beaucoup d'être passé par le plateau de Mediapart. Bonne soirée et abonnez-vous à Mediapart et abonnez-vous aux médias indépendants. C'est important en ce moment. Bonne soirée.